Salut à tous et joyeuse année. Non, bonne année. On dit bonne année tout le monde, bonne année Yann. Bonne année. Non, ça se dit pas joyeuse année. Hein. Joyeuse année, ça ne se dit pas, non. Ça commence très très mal. Ouais, bah écoute, moi je... Tu as toujours été à contre-courant. Oui, je suis un peu le saumon de l'amitié. Bon bah voilà, ça commence bien. Bon, on débute cette année 1996 avec un bon Nitro. C'est l'épisode numéro 18 de la Monday Night War. On est le 1er janvier 1996. Il y a toujours plein d'ambiance à Nitro et on a un Raw très original, mais malgré tout quand même un petit peu nuancé. Oui, original mais nuancé, on va dire ça comme ça pour commencer. Alors maintenant qu'on est en 96, je voudrais passer un petit coup de gueule contre le network. Alors en tout cas au moment où on enregistre le truc, c'est le cas. Peut-être que d'ici le 1er janvier 2020, quand le podcast va être diffusé sur Clinique Radio, ça aura changé. Mais en tout cas, quand on arrive dans une année, dans Raw ou Nitro ou autre, on est placé par défaut sur le dernier épisode de l'année. Oui. Ce qui fait que tu dois scroller comme un débile. Et Dieu sait que Yann n'a pas de temps à perdre. De une, et Dieu sait que je suis débile. Oui. Donc double truc. Non mais le truc c'est que soit tu prends 3 plombes à scroller vers la droite, soit tu le fais rapidos, mais si tu loupes, bam, t'es basculé sur l'année suivante. C'est ça. Le truc si tu loupes, tu peux pas revenir en arrière. Voilà. T'es obligé de refaire. Ça m'est déjà arrivé aussi. Voilà. Donc c'est de la merde. Oui, mais franchement, on en a déjà discuté, mais cette nouvelle version du network, je la trouve esthétiquement assez plaisante, mais elle est pas du tout fonctionnelle. Elle est vraiment. C'est pas une amélioration, je trouve. Hein. Bah, moi, je la trouve toujours plus intuitive qu'auparavant, mais dans l'exécution, effectivement, c'est pénible, quoi. Bah, franchement, de présenter un truc comme ça en 2020, au moment où, je trouve que c'est à des années-lumière d'autres plateformes de streaming, tu vois. Oui. Non, c'est pas génial le network. Oui. Mais par contre, on y voit des super choses. Oui, effectivement. Et avant de parler de ces super choses, je voudrais apporter un petit rectificatif sur les audiences. Parce que jusqu'à présent, pour faire simple, en fait, je fais ce rectificatif dans un souci du détail de chiffres, car tu sais que j'ai pas de temps à perdre, je suis débile et j'aime les chiffres. Oui. Donc avant, on faisait grosso modo 1 point de rating pour 1 million de téléspectateurs. Approx, on est d'accord ? Oui. La réalité, c'est que c'est 1 point de rating pour à peu près 1,15 million, enfin 1 150 000 téléspectateurs. Donc on était toujours 15% en deçà de la réalité. Donc à partir de maintenant, on va vous donner les chiffres updatés, mis à jour, et on vous présente évidemment toutes nos petites excuses pour ces légères différences par rapport à la réalité. Ce qui fait que lors du Raw que je vais te laisser driver, on est devant 3 millions de téléspectateurs contre 2,9 millions pour Nitro, ce qui fait que malgré tout, on approche les 6 millions de téléspectateurs cumulés. Ça devient intéressant là. Et aujourd'hui, on enregistre, je vous dis tout en transparence, on est le 19 septembre, le jour où on enregistre ce podcast. Cette semaine, SmackDown a fait 2,1 millions de téléspectateurs, je crois. Donc c'est même à l'époque où le business était considéré comme vraiment, plutôt dans le creux de la vague, on va dire. Hein. Oui, à l'époque, oui. Pourtant, il y avait quand même près de 50% de téléspectateurs en plus. Ouais. Et SmackDown encore, il y avait Lesnar et tout qui a quand même fait venir un peu de monde sur la fin du show, j'imagine. Oui. Donc Raw, on est donc devant 3 millions de téléspectateurs. On est à Newark, dans le Delaware. Chez les Briscoes. Oui. Et on est devant 4000 personnes dans la salle. Oui. Et on a une thématique football américain. Parce que le 1er janvier, c'est la période des bowls aux États-Unis. Donc, c'est une série de matchs qui font partie des playoffs de football américain universitaire. Ah, merci. Parce que moi, je n'ai aucune idée de ce qui se passe en foot américain. Donc, c'est bien que tu aies les petites références. Oui, les 2-3 premiers jours de janvier, c'est les bowls de partout, le Rose Bowl, etc., etc. Et est-ce que c'est toujours les meilleures équipes qui gagnent ou c'est plutôt lié à la chance ?
Attention, blague incoming. Ah, il me connaît bien. Fais-moi ta blague. Bah, si par exemple les Giants y gagnent, est-ce que c'était un coup de bol? Oh putain. Les Giants, déjà, ils jouent pas en football universitaire. Ils sont en NFL. Ah oui, c'est plutôt Villanova, quoi. Oui, c'est ça, les Wildcats de Villanova, D'accord. dont tu as le short. Ouh là là, feu short. Feu short. Ah oui, moi je jette. Putain, t'es vraiment un connard. Tu peux pas me donner ces trucs, bordel? Non. Déjà, Quand je mets pas des fringues pendant plus de 2 ans et que je retombe dessus, je me dis, bah en fait, c'est qu'elle me sert à rien, donc je les fous à la benne à vêtements, là. Ah, écoute, si la prochaine fois tu as des trucs de football américain universitaire, tu me les donneras, s'il te plaît. Je pense qu'on est bon là pour une vingtaine d'années. Oui, d'accord. Donc oui, écoute, c'est le Raw Bowl quand même. Moi, je suis surexcité à l'idée de mélanger deux de mes passions là pour un show comme ça. Il y a un vidéo package là qui imite, bon, un peu palmant, la présentation d'un match de foot. On voit les pom-pom girls, les orchestres, etc., etc. Enfin, tout le folklore. Et donc là, c'est le Raw Bowl. Alors jusqu'à maintenant, je ne sais pas pour toi, mais il me semble qu'on ne sait absolument pas ce qu'est le Raw Bowl. Non, on nous a juste dit qu'il y aurait 8 mecs, 4 équipes. Oui, voilà. C'est ça, mais on ne sait pas du tout La répartition des rôles. la répartition des balls. C'est On ne vrai. sait. Voilà, donc bon, il y a déjà en termes de contexte, il y a des pom-pom girls, comme dit, il y a un orchestre. Le ring est vert avec les lignes de football américain. Tout le monde porte des maillots de couleurs différentes. On a Jerry Lawler qui sort, mais alors 15 000 références au football américain à la minute. On a donc Earl Ebner qui est habillé en arbitre NFL également, donc il a la casquette, etc. Tout est un peu ridicule, mais franchement, c'est fun et j'ai trouvé ça cool parce qu'ils y vont pas à moitié, quoi. Ils vont à 100% dans leur délire. Moi, j'ai adoré ce truc. Parce que déjà, de une, j'adore quand le cadre change de manière évidente. Genre la WCW, quand ils allaient au Club La Vela. Là, cette salle, elle a aussi une répartition des gradins un petit peu théâtrale, circulaire, un peu différente. Et je déplore toujours qu'aujourd'hui, à la WWE, toutes les salles, que tu sois au Madison Square Garden ou à Sioux Falls, c'est les mêmes salles, quoi. Oui, surtout qu'en plus, le décor change absolument jamais entre les weekly, les pay-per-view, les trucs. Et moi ça me déprime. Je trouve ça vraiment désolant. Et ça contribue au fait que le produit aujourd'hui, ça a complètement lissé, qu'il n'y ait aucun charme, qu'il n'y ait aucun petit truc auquel on se rattrape en disant « Ah tiens, tu vois, c'était un petit peu différent, c'était cool. » Et là, en plus, avec toutes les couleurs et tout, moi, j'imagine regarder ce show avec mes yeux d'enfant de 11 ans, là. J'aurais adoré. Bah oui, mais justement, moi, je me suis dit ça en le voyant, je ne l'ai jamais vu. Hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, je ne l'ai absolument jamais vu, je le découvrais. Donc, on a un match à 4 équipes. On a les Smoking Guns, on a Yokozuna et Owen Hart, on a Sid et le Kid, et on a Razor Ramon et Savio Vega, qui sont mis ensemble pour leurs origines ethniques. J'imagine à ce moment-là, parce qu'ils font quand même absolument jamais équipe. C'est très probable. Oui, voilà. Et donc là, alors on a quelques règles qui nous sont quand même énoncées. C'est un match à élimination, donc on l'apprend. Les éliminations peuvent avoir lieu même par disqualification ou décompte à l'extérieur. Là, on rentre dans les trucs un petit peu gimmick. Chaque équipe a un temps mort. Oui, alors ça, j'ai bien compris l'idée, mais dans l'exécution, c'est un des pires trucs qu'ils aient pu sortir de leur chapeau de footballeur, là. Oui, franchement, c'est incroyable. Alors, l'information principale, et ça, on ne la connaissait pas non plus, c'est que les titres par équipe sont en jeu. Donc, les titres des Smoking Guns sont en jeu dans ce match. Ah tiens, tu vois, j'avais même pas capté ça. Si, oui, ils l'ont dit. Par contre, alors c'est drôle parce qu'il y a 4 équipes qui sont dans le ring, donc chacun des maillots, etc., etc. Et il y a un pile ou face pour savoir qui va commencer. Mais alors, tu m'expliqueras comment on fait un pile ou face avec 4 équipes. Eh ben... Ouais. Bon, en tout cas, il y a deux mecs qui sortent de ce pile ou face. On n'y comprend rien, mais bref. Ah oui, pendant les entrées, je sais pas si tu avais remarqué ça, pendant les entrées, on passe en écran partagé avec Brother Love, mais tout le monde parle par-dessus. On n'entend absolument rien de ce qu'il dit, et ça revient au match. Brother Love, c'est un peu comme le Taskmaster à la WCW. Là, quand je le vois, tout s'éteint. Mes yeux, mes oreilles, à peu près tout. Bah là, c'était assez incroyable parce que franchement, c'est impossible d'entendre un mot. Il y a une petite promo qui doit faire 15 secondes. Tu n'entends pas un mot de la promo et elle est terminée. Et pendant l'entrée de Razor Ramon aussi, il y avait aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'il se voit offrir des fleurs
de la part de Goldust pendant son entrée. Il est dans l'allée, il lui envoie des bisous toujours plus sensuels, n'est-ce pas? Razor Ramon toujours insensible. Oui, fougueux, voilà, toujours. Razor Ramon toujours insensible. Hein. Ça a pas l'air de. Oh, tu sais, c'est un sensible au grand cœur, comme on dit. Oui, c'est un chico au grand cœur. Alors, toi qui connais le foot américain, j'ai des questions. Qu'est-ce que c'est un intentional grounding? C'est quand tu... comment ça? Enfin, je sais, mais du coup, là, ça a été utilisé comment dans le match? Réponds à ma question. C'est quand tu mets la balle au sol. Ah bon? Oui, enfin, quand tu vas au sol sans être plaqué, quoi. Ah, genre, tu trébuches, tu... Oui. Oui, quand l'adversaire n'impacte pas le fait que l'action soit terminée. D'accord. Et tu peux le faire pour gagner du temps, par exemple, parce que du coup, si tu mets la balle au sol, le temps s'arrête. Ah d'accord. Là, c'était sur un coup de coude de Yokozuna. Ouais. Mais c'est ça. Mais le truc, c'est qu'en fait... Oui, je vois pas le rapport. Non, mais Jerry Lawler, pendant tout le match, il transforme absolument tout ce qui se passe en métaphore de football américain. Mais là, c'était Vince en plus. Ah, pardon. Bah alors les deux. Mais ils utilisent le champ lexical de la discipline dans son intégralité. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas un concept de football américain qui n'a pas été prononcé pendant ce match. Ah, genre penalty sur une close line, quoi. Exactement. Okay. Franchement, il y a eu tout. Ok. Il y avait un autre truc aussi. Attends, un peu plus tard. Qu'est-ce que j'ai mis dans mes notes? Attends, je reprends un petit peu ça, là. Toc. Ah oui, il y a vas-y, alors dis-moi. Il y a une illégale procédure. Ouais. Quand Sid attaque je sais plus qui par derrière. Ouais. Voilà, c'est tout. Ouais. Il y a écoute, une information qui était importante aussi, on l'a pas énoncé dans les règles. Bon, tout ça fait beaucoup d'infos. On va essayer de s'y mettre. En plus là, le ring est vert, on se croirait à la Noah. Et ça fait 12 minutes de podcast, on n'a pas commencé le show. Oui. Donc quand même, information importante. Tout le monde peut taguer tout le monde. Oui, ça c'est bien. Tout le monde peut taguer tout le monde avec obligation de contact physique avant de pouvoir retaguer quelqu'un d'autre. Oui. Donc, au début du match, notamment, on a les Smoking Guns qui sont obligés de s'affronter. Ils sont obligés de... Voilà, ils sont tous les deux dans le ring parce que je ne sais plus qui a tagué Bart alors que Billy était dans le ring. Ils sont obligés d'au moins s'affronter pendant 10 secondes apparemment, avant de pouvoir refaire un tag avec quelqu'un. Oui. Donc on a une petite séquence de lutte entre les Smoking Guns. Il y aura exactement pareil entre Owen Hart et Yokozuna. Bon, on va arriver un peu au match. Moi, j'ai trouvé que c'était super. J'ai vachement aimé. Oui. Il y a juste un seul truc que j'aime pas dans tous ces trucs, dans tous ces matchs un petit peu gimmick comme ça, c'est que j'aime pas du tout. J'ai toujours beaucoup de mal quand les mecs sont pas dans leur tenue habituelle. Genre là, le fait qu'ils aient des maillots. Même si je comprends évidemment la thématique football américain, moi ça m'emmerde. Et tu sais, genre il y a un truc que je supporte pas, c'est les matchs Survivor Series où il y a Raw contre SmackDown, où t'as Kane en t-shirt bleu. Je déteste. Alors ça effectivement, les tag matchs Raw SmackDown de bragging rights. Oui, voilà, ouais, ou des merdes comme ça là. Horrible. Mais là, les mecs sont quand même en tenue. Oui, mais tu vois, genre là, je sais pas, je trouve que ça. Oui, mais là, je trouve que les maillots américains donnent un peu plus de cachet que des t-shirts dégueulasses Raw SmackDown. Oui, ouais, moi je sais pas. Comme dit, je pense que ça aurait pu avoir le même impact sans les faire passer pour des clowns là avec des maillots de football américain. Je sais pas. Je sais pas. Tu vois, je me dis par exemple, tu vois, je me dis Yokozuna, pourquoi il accepte de le porter, tu vois, le maillot? Parce qu'il est payé. Bah ouais, mais c'est pas aussi simple que ça la vie, tu sais. Imagine le mec qui joue aux Giants. J'aime bien les Giants. Enfin, c'est la seule équipe que tu connais. Non, les Falcons d'Atlanta. Ah, oui. Voilà, s'il se dit ah non, mais moi j'aime bien les t-shirts Mishka. Je vais mettre un t-shirt Mishka plutôt que le truc de l'équipe. On va lui dire bah non, écoute, tu fais partie de l'équipe. Là où Yokozuna il fait partie de son équipe, donc il doit mettre le maillot, il doit se plier aux règles. Ouais, franchement, je pense que tu vois ce que je veux dire. Oui. J'espère. Mais moi, c'est scintillant, c'est beau, c'est coloré, c'est voilà. Oui, mais ça va. Après, ça va avec l'idée que j'ai évoquée avant, c'est que ils vont à 100% dans leur délire. Ils y vont pas à moitié. Ils y vont pas. Voilà. On a compris. Ils assument totalement ce qu'ils veulent foutre et donc ça penche un peu vers le ridicule des fois, mais du coup ça rend le truc vraiment cool.
qu'est-ce que j'ai noté sur ce match? Tellement de choses. Bon, on va pas faire le play-by-play. Non. Bon, Oui, en oui, tout non, cas, non. moi, tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai trouvé que c'était super cool et que la fin sur Owen Hart, surtout, était trop bien. La fin sur Owen Hart, oui, dis-moi, qu'est-ce qui t'a beaucoup plu? La fin sur Owen Hart. Elle était trop bien? Ouais. Vas-y. Ah, mais c'est tout ce que j'ai noté. Moi, comme c'est toi qui devais C'était faire le quoi, play-by-play, je m'étais dit... C'était le tiens. banzai drop, c'est ça? Oui, ah ben oui, le banzai drop. Alors, ce qui est drôle pendant le truc, c'est que comme on l'a évoqué dans les règles, c'est qu'il y a la possibilité de prendre un temps mort. Ce qui fait que dans un match de catch par équipe, tu peux imaginer que quand ton partenaire va perdre, tu demandes un temps mort. Oui. C'est assez logique. Mm-hmm. C'est ce que fait tout le monde. Mais ça ne marche jamais. Oui, j'ai pas C'est-à-dire qu'à chaque fois j'ai qu'une pas équipe compris. va être éliminée, le partenaire, le partenaire qui est disponible demande temps mort, mais à chaque fois, il n'y a pas temps mort. Il n'est pas granted. C'est ça. Il y a aussi alors on se croirait dans les plus belles heures de la VS parce que donc à un moment donné il y a un avertissement aussi pour Ted DiBiase qui prend un flag, donc l'équivalent d'un carton jaune. Ne sois pas mauvaise langue envers la VS, la WS, car les cartons jaunes et compagnie, c'est aussi une très vieille tradition british. Ah oui, non, il n'y a pas de souci. Mais là, moi j'ai pas pu assister à la tradition british. Par contre, j'ai pu assister à de nombreux Flash Gordon, Scott Ryder. À Villers notamment, ou dans plein d'autres endroits. Mais du coup, ça m'a un peu fait sourire en me rappelant ces bons souvenirs. Donc les éliminations qui sont à chaque fois un petit peu fouillis parce qu'il y a le temps mort qui sont jamais vus par l'arbitre, ça gueule en disant t'as pas vu le temps mort, bon bref voilà. Dans le match toujours, moi je suis méga fan de Billy Gunn, là il est encore plus extraordinaire que d'habitude. Ah oui, non mais quelle énergie quoi, c'est un truc de ouf. Franchement, il bump, c'est l'enfant de Dolph Ziggler et d'Yvonne Dudley quoi. Il est incroyable. Moi j'aime vraiment beaucoup. Yvonne Dudley. Yvonne Dudley, ouais, tout à fait. Ok. La joueuse d'accordéon. C'est la femme de Pouliquin. Oh, référence Racing Club de Strasbourg. Ouais. Et Metz, non, aussi. Oui, mais ça compte pas, ça. Ok. Oui, c'est comme Casten Dutch. Oh putain. Le finish, c'est quoi? Oui, donc alors du coup, la première équipe éliminée, c'est Razor Ramon et Savio Vega. Mm-hmm. La deuxième, c'est Owen Yoko. Et donc la finale, c'est entre Sid et le Kid contre les Smoking Guns. Tu as le Kid qui qui monte sur la troisième corde pour sauter sur un des Smoking Guns. Razor Ramon l'empêche de sauter et le pousse en fait, le projette sur Sid. Ça mène à un petit paquet de Billy Gunn pour la victoire qui était quand même assez surprenante là de voir les Smoking Guns battre Sid. C'est vrai. Après, oui, non, c'était bien. Moi, franchement, j'aurais adoré que ce match dure pendant 3 heures, quoi. Le truc, c'est que plus ça a duré, plus je me disais, j'espère qu'il n'y a que ça dans le show. Oui. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors, ce qui a été très drôle, c'est que tu sentais que Vince McMahon trépignait d'impatience de pouvoir hurler ce qu'il avait sur ses notes, à savoir touchdown, une fois que c'était fini. C'est quand même un putain de beauf, Vince. Enfin, je veux dire... Merde alors, quoi. Tu sens qu'il a envie de le hurler et à la seconde où le match est terminé, il gueule 4 fois touchdown. C'est fini, quoi. Mon délire est terminé. Je suis bien content d'avoir participé à tout ça. J'imagine Pierre Ménès qui commente du catch et qui hurle but. Ouais, non, mais il hurle beaucoup de conneries en ce moment, Pierre Ménès. Je sais pas si ça sera encore valable en 2020, mais sûrement. Oui, malheureusement, comme dit, le problème, c'est que c'est pas la fin du show. Et à la limite, dans la deuxième phase. Que ce soit pas la fin du show, c'est pas trop un problème en soi. Mais vu la daube qui suit, oui, ils auraient mieux fait de s'abstenir au niveau de la daube et de faire juste ce match, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, on enchaîne hyper rapidement en plus avec Vince et Lawler qui discutent un peu du futur de Shawn Michaels. Ils annoncent qu'il sera là la semaine prochaine pour faire un petit point retraite ou point par retraite, on verra ça. Ensuite, tu veux dire qu'il va cotiser? Exactement. Ensuite, on va voir le doc qui nous fait un peu son show de mi-temps en nous présentant la carte du Royal Rumble. Alors pour l'instant, on a le Rumble match, on a Bret Hart contre l'Undertaker et on a Jeff Jarrett contre Ahmed Johnson. Yes. Et là, ils se disent, bon, il reste pas mal de temps, on va mettre sans aucune raison le match en entier, dans son intégralité, entre
Hunter Hearst Helmsley et Henry Godwin dans le Hawk Pen match. Oui. On commence l'année avec des cochons, quoi. Super. On passe le match en entier. Il y a 3 pubs pendant ce match. Moi, je me dis, j'ai 11 ans, je me remets toujours en... Tu sais, je contextualise. J'ai 11 ans, je regarde Raw, mais j'ai pas de sous et je peux pas regarder les pay-per-view. Oui. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et on me montre ce truc et je me dis, la vache quand même, il y a des trucs qu'on peut pas voir quand on regarde que Raw. Hein. Je comprends tout à fait l'idée. Par contre, Mais c'est vraiment de la le merde. côté hyper... Non, mais c'est de la merde. Enfin, il y avait certainement d'autres choses mieux à montrer de In Your House. Et de l'autre côté, c'est tellement random. Enfin, je veux dire, il y a aucun... Enfin, pourquoi celui-ci à ce moment-là? Ouais. Réponds-moi. Ah, je ne sais pas. En tout cas, Triple H saigne du dos à la fin du match. Oui. C'est tout ce que j'ai noté comme note de ce... Oui, c'est les allergies aux cochons. Oui. Moi, on en avait déjà discuté, hein, mais ce match, je pense que c'est vraiment un de mes souvenirs les plus marquants de ma jeunesse en tant que fan de catch, tu vois. Genre, je me souviens de Bret Hart contre Mr. Perfect à SummerSlam 91. Je me souviens de Undertaker qui monte au ciel au Rumble 94. L'angoisse. Et je me souviens du match cochon avec Triple H, quoi. Mm-hmm. Je pense que c'est vraiment je sais pas, c'était très marquant ce match de merde. Mais quand est-ce qu'il l'avait passé sur Canal, ce truc? Ce truc lequel? Le match cochon? Oui, il l'avait passé? Oui. Des extraits ou quelque chose à Superstar? Ah, c'était peut-être des extraits, oui. Oui, mais en tout cas, oui, des extraits parce que c'était pas le genre de la maison, quoi. C'était peut-être même ce Raw ou je ne sais pas. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on nous annonce qu'après la pub, on aura le début des légendaires segments Billionaire Ted, donc avec le Nacho Man, etc. On nous annonce aussi que la semaine prochaine, on aura Jeff Jarrett contre Hakushi et le replay du match pour le titre entre Bret Hart et le British Bulldog de In Your House. Et ensuite... c'est un peu chiant parce que comme dit voilà, le Raw Ball non seulement ne finit pas le truc, mais en plus il y a un match entre Mabel et Diesel. Mabel, alors je sais pas si tu as remarqué, mais le trône de Mabel est porté par Jeff Hardy notamment. Oui. Et alors Jeff Hardy est en souffrance. Hein. Je pense que si t'es pas Kama ou l'Undertaker, tu es en souffrance. Il est visiblement très très en difficulté. Et vu qu'il est dans le premier plan de la caméra, là, il est au premier première rang. Loge de la galère. Ouais, c'est pas glorieux pour lui. Diesel attaque avant la cloche, big boot et victoire en 5 secondes. Il a battu son record de la victoire contre Bob Backlund au Madison Square Garden le 7 novembre 94. 94 ? Ouais. D'accord. Bah écoute, ouais, non, franchement, voilà, il est pas là pour plaisanter. 6 secondes, jackknife sur Mo. On commence fort en 1996, pardon. Pour ajouter un petit peu plus de coolness au truc, il se barre avec... Alors, il y avait une Miss Raw Ball qui était présente ringside avec Jerry Lawler. Jerry Lawler essaye de la draguer pendant tout le show. Mais à la fin, c'est Diesel qui se barre avec. Elle va devenir Miss Raw Bull. Ouh là 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 là. Si tu vois ce que je veux dire. Oui. Alors, je vais peut-être te clarifier des choses parce que je sais pas si tu as tout compris. Pendant tout le show, je me suis dit, mais si on n'aime pas le football américain, on est quand même beaucoup largué sur ce show. Je sais pas ce que tu en as pensé. Mais d'après ce que j'ai compris, tous les Américains aiment et regardent et connaissent et comprennent le foot américain, non? Oui, plutôt. Ouais. Plutôt. Mais là, en l'occurrence, j'ai pensé à toi. Je me suis dit, tiens, comment va regarder ce show mon ami Yann, tu vois. Eh bien, ton ami Yann, il a juste noté qu'il y aurait Vader qui va commencer au Rumble et il s'est pas posé plus de questions que ça. D'accord. Oui, parce qu'avant, du coup, tu as un petit segment en coulisses où il y a les Smoking Guns qui savourent un peu leur victoire avec Ahmed Johnson. On a quoi? On a Hakushi, on a Marty Jannetty. Ah oui, le trophée donc, de mon cul, là. Oui, c'est ça. Mais alors, est-ce que tu as compris la signification du trophée de mon cul? Alors, j'ai cherché... Ah, voilà. J'ai fait un Google. Ouais, c'est ça. Et je pense que le temps que la page est chargée, mon cerveau était déjà parti dans autre chose et j'avais déjà oublié ma requête. D'accord. Parce qu'en fait, du coup, tu as le Brooklyn Brawler qui vient avec un trophée. Quel est le vrai nom du Brooklyn Brawler? Steve Lombardi. Le trophée de la NFL, le trophée de champion, c'est le Lombardi Trophy. Oh là là, j'ai compris. C'est ça.
Donc il vient leur incroyable. donner un trophée avec la tête du Brooklyn Brawler dessus, le Lombardi Trophy, Yann. Oui. Le trophée de champion. Mhm. Ouais, voilà. Alors ça les fait pas rire du tout, donc il lui casse la gueule et il lui renverse du Gatorade là, dessus. Micro. Du quoi? Tu as touché du micro. Non. Si, tu as touché du micro. Ah pardon, j'ai même pas remarqué. Moi j'aime beaucoup le Gatorade. Hein, alors, Ouais, moi je n'aime pas ça, mais je fais moins de sport que toi. Oh, tu sais, c'est pas vraiment du sport que je fais. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Alors, on a une tonne de participants qui sont annoncés pour le Royal Rumble. Alors, on a la liste. On a Diesel, on a Owen Hart, on a le British Bulldog, on a Dory Funk Jr., on a Savio Vega, on a Mabel, Bam Bam Bigelow, Barry Horowitz, Yokozuna, et alors là, les deux derniers, Pop et Pop, le retour de Tatanka. Pour moi, ça signifie quand même beaucoup. alors et Tatanka, Vader, que tu as spoilé. Ouais, je vais spoiler Vader, on s'en fout. Oui, vas-y. Tatanka, j'ai pas regardé sa chronologie future, mais ce Raw, c'est le dernier Raw de Sid avant qu'il ne soit blessé au cou, qui disparaissent un petit peu de nulle part et qui reviennent à International Incident, le In Your House du mois de juillet. Mm-hmm. Mais pour Tatanka, Rumble et après, faudra regarder, je ne sais plus quand est-ce qu'il avait... je te laisse meubler pendant que je fais des petites recherches. Quand est-ce qu'il est revenu ? Quand est-ce qu'il a terminé, tout simplement. Parce que là, il est peut-être revenu au Rumble, mais après, on n'a pas... Il n'était pas à WrestleMania, par exemple. Ah oui, non, là, on n'a plus beaucoup vu. On n'a plus beaucoup vu Tatanka après, peut-être même pas du tout, je sais plus. Il était revenu dans les années 2010, là, à la WWE, mais c'était pas glorieux. Alors, March 19, 1996, Tatanka a catché son dernier match télévisé à la WWF lorsqu'il a perdu contre Bret Hart dans un match non-title. Ouh, spoiler encore plus. Ouais, balèque. Et ensuite, suite à ça, il est parti visiblement. Donc entre son retour au Rumble et ce match-là, voilà, il n'y a pas grand-chose. D'accord, moi c'est toujours un plaisir de le voir, de le voir faire son entrée. Et la tribu, comment s'appelle la tribu ? La tribu Lambé ? La tribu Lambda. La tribu Lambé, hein, je crois. Et c'est pas n'importe laquelle, hein. Qui était copain, c'était quoi ? C'était Guy Auret qui était copain avec la tribu. Oui, c'est vrai. Et donc Vader, qu'on introduit avec un petit vidéo package. Alors là, pour introduire une brute, c'est difficile de faire mieux, hein. Parce que le package, tu vois Vader dans la forêt en train de crier et c'est tout. Oui. J'ai trouvé, franchement, il n'y a pas d'ironie, j'ai trouvé que la vidéo était extraordinaire. Il est chez lui, là, il est dans les Rocky Mountains. Ah non, franchement, c'était vraiment cool. Et donc, pour finir, on a le premier segment Billionaire Ted. Putain. Ouais. C'est... Que dire ? C'est du Vince McMahon tout craché. Ouais. Un truc horriblement beauf, pas drôle, tout ce que tu peux imaginer. Mm-hmm. Et qui, très probablement, ne fait rire que lui, quoi. Ouais, malheureusement, il n'y en aura pas qu'un. Pensant qu'il fait le malin, en plus. C'est ça. Et donc oui, pour ceux qui connaissent pas, donc on voit des parodies des grandes figures de la WCW. Donc il y a un faux Ted Turner, un faux Macho Man, un faux Mean Gene, un faux Hogan. Et ouais, là, je sais pas, ils essayent de se moquer, mais c'est eux qui passent pour des débiles, quoi. C'est à peu près ça la conclusion. C'est vraiment du pipi caca de bac à sable qui, ouais, franchement, c'est... Je suis certain que c'est un truc que Vince McMahon a adoré écrire, penser, conceptualiser, tourner, etc. Alors que c'est le... Ouais. Alors attends, autant c'est de la merde, autant c'est quand même intéressant dans le tournant un peu que prend la guerre, on va l'appeler directement comme ça, parce que là c'est la première fois vraiment que la WCW est mentionnée à la WWE, et que tu vois que là il y a une attaque, alors elle est ridicule, elle est naze, elle est tout ce que tu voudras, mais elle est quand même, c'est une attaque de plein front, quoi. Ils y vont. Là c'est la guerre, quoi. Oui, c'est ça. Donc c'est nul, mais ça signifie quand même quelque chose dans ce que va devenir la Monday Night War, tu vois. Mm-hmm. Et puis ces segments, aussi nuls soient-ils, sont quand même hyper connus. Ça fait partie de l'histoire du catch quand même. Tout à fait. Oui. Donc bon, après, sur celui-ci, il y en aura certainement pires, hein, mais là, voilà, t'as juste
Ted Turner, là, donc le faux Ted Turner qui monte des images de Razor Ramon, de Diesel, de Shawn Michaels aux parodies de Hogan et Macho Man, etc. Et il leur dit, et voilà, est-ce que vous savez faire ce genre de truc? Ça a l'air vachement bien. Et eux, ils répondent, non, on est bien trop vieux, ça fait mal au dos, quoi. C'est à peu près ce type d'humour-là. Et oui, c'est là-dessus qu'on termine Raw. Oui. Et on passe à Nitro post-Starrcade et la Coupe du Monde du catch. C'est ça, devant 2,9 millions de téléspectateurs. On est en direct d'Atlanta, en Georgie, devant 6000 téléspectateurs. Et alors que le show commence à peine, on entend le décompte du speaker dans la salle qui fait 5, 4, 3, 2, 1 pour que les gens crient, pour qu'ils soient debout au moment où on passe live. Voilà. Ouais. Ça commence bien. Bonne année. Donc Atlanta, on est 6, 7, 8 mois avant les Jeux Olympiques qui auront lieu à Atlanta. Oui. Et lors de Starrcade, eh bien, on apprend que Ric Flair a gagné pour la 12e fois le titre de champion du monde et que ce soir, pour la 19e fois en 3 semaines, là, il va défendre sa ceinture lors de Nitro face à nul autre que Hogan qui n'est plus suspendu. Voilà. Et pour le récompenser d'avoir été suspendu, il a un match de championnat directement à son retour. Bah voilà. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un petit salut au Macho Man, là? Le règne de champion du Macho Man était terrible. Bah oui, c'était une transition, comme on dit. Oui, mais bon, là, c'était vraiment un règne insignifiant. Où est-ce que tu es par rapport à ton micro, là? Je suis comme avant. D'accord. Tu veux que je me baisse plus? Attends, je vais me baisser plus. Vas-y. Ah, super. Donc, oui, effectivement, et en plus, Savage, il commence le show face à Arn Anderson, l'enfonceur. Donc, c'est quand même un sacré show, hein, parce que Flair Hogan en main event, là, on commence avec Savage contre Anderson. Macho Man est toujours blessé au bras. Oui. Eric Bischoff donne les résultats. Oui, il nous dit que l'année 1995 a été la meilleure année de l'histoire de la WCW. C'est pas faux. Oui, moi perso, j'aimerais, alors tu sais que je suis comme ça, j'aimerais bien voir les bilans comptables de la WCW de l'époque pour décortiquer, tu vois, année après année, comment ça se passe et tout ça, quoi. Mais bon, voilà. Ce match, bon petit match classique. Oui, moi j'ai beaucoup aimé, ouais. Enfin, j'ai voilà. bien aimé. La foule est bien dedans. Par contre, il y a une énorme pop à un moment sur le DDT out of nowhere de Arn Anderson sur le Macho Man. Ouais. Arn Anderson, franchement, on n'en parle pas assez, mais il est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Oui, il est très très bon. Et ensuite, il retente un autre DDT, sauf que ça se termine en ref bump. Et Arn essaye de suivre avec une petite triche de type coup de poing américain qui va sortir de son slip. Sauf que Macho contre la triche. Et c'est lui qui va frapper Arn Anderson alors que l'arbitre est toujours au sol. Et lorsque l'arbitre se relève, il compte le compte de 3 et Macho Man remporte le match. Ce que je ne supporte pas, c'est quand un arbitre, parce que j'étais arbitre suffisamment d'années pour avoir fait toujours attention à ça, de ne jamais faire un compte si on n'est pas capable d'être devant les épaules. Parce que quand on compte pas un mec qui est au sol. On compte les épaules qui sont rivées au sol. Et donc là, l'arbitre, il était absolument pas... Il était parallèle au corps, il voyait pas les épaules. Ça m'a... Je comprends pas, en fait, qu'on le fasse, tu vois. Même si c'est un ref bump et que c'est le finish, bah, ça va te prendre 10-15 secondes de plus, mais tu vas ramper jusqu'aux épaules parce que c'est ça que tu comptes. Je suis assez d'accord. On ne compte pas un pin, on compte le fait que les épaules soient au sol, putain. Je suis d'accord avec ça. Merci beaucoup. Est-ce que tu as noté le fait que la politesse extrême du Macho Man qui remet le point américain dans le slip de Arn Anderson? C'est de la politesse ou alors c'est simplement de la vraie roublardise pour être sûr de ne pas se faire choper. Oui, non, mais voilà, mais de le remettre directement dans le slip, ça m'a fait beaucoup rire, moi, personnellement. Oui, bah on verra que l'histoire des points américains, on n'en a pas fini pour ce show. On n'en a pas fini pour ce show. Et aussi, suite à tout ça, Chris Benoit arrive et c'est la première fois qu'il est visible en tant que Horseman à Nitro. Exactement. Oui. Donc, Pillman Benoit arrive, blablabla. On nous montre le ralenti quand même du DDT qui est absolument magnifique. Magnifique. Et il faut aussi saluer le selling du bras de la part de Randy Savage qui à tous les moments du match faisait vraiment très attention pour montrer que
Bah, il galère avec son bras. C'est quoi, bras à gauche, bras droit? Je sais plus, peu importe. Un des deux, comme on dit. Un des deux, ouais. Je crois que c'est le droit. Ensuite, on a Chris Benoit contre Lord Steven Regal. Waouh. Ça, c'est du match de catch. Oui, donc effectivement, Benoit arbore sa nouvelle tenue spéciale Four Horsemen avec le petit 4 sur les cuisses. Petite question, il y a un mec qui ressemble à Pelé, qui est visiblement un joueur de foot américain, qu'on montre dans la foule. Alors, je vois de qui tu veux parler. C'est Hank Aaron, c'est une légende du baseball, attention. Ah bon? Voilà, et il jouait pour les Braves d'Atlanta, donc ça te donne une raison pour laquelle il est présent. Bah, ça tombe bien, on est à Atlanta ce soir. Exactement, voilà, c'est incroyable. Ça. Le début du match, j'ai beaucoup aimé le cassage de rythme avec une grosse German de Benoit qui arrive après, allez, on va dire 2 minutes 30, uniquement de renversement, de clés, de trucs de machin, donc un rythme vraiment très calme, fluide, sans impact, et tout d'un coup, bam, German suplex. Non, mais les mecs, ils savent catcher, quoi. Hein. Franchement, c'est... Ouais. Et surtout, et là, on a rappelé les règles d'un pinfall. J'adore comment William Regal ne met aucun coup de poing. Il met que des coups de paume, parce qu'on va le rappeler au catch, les coups de poing sont interdits. Oui. Voilà. Le Britannique est discipliné. Exactement. The Flagme. Ouais. Non, mais ce match, c'est génial. Tout a un sens, tout est précis et tout est fait avec un but. Oui, bon après la foule est pas non plus, c'est pas la bonne foule pour ça. C'est toujours pareil, c'est que meilleur est le catch plus la foule d'or, quoi. C'est vrai. Ensuite, Benoit tente un slingshot springboard plancha, je sais pas quoi là. Comment j'ai kiffé ça. Oui, sauf qu'il s'écrase comme une crêpe Suzette sur les matelas à l'extérieur du ring. Il remonte dans le ring et là, Regal le pin direct. Oui, enfin Regal le cherche, le fout dans le ring et gagne. Je trouvais ça génial. Oui, ça veut dire que... Et alors, c'était bien mené quand même, je vais te dire pourquoi. Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, c'est quand même étonnant qu'il fasse perdre Benoit comme ça, c'est un nouveau Horseman, blablabla. Sauf que direct, il y a Arn Anderson et Pillman qui arrivent, et Pillman lui passe un petit savon en lui disant qu'il a pas de raison de perdre de cette manière lorsqu'on est un Horseman, ou alors on ne mérite pas de l'être. Donc c'est au moins, voilà, il y avait une raison à cette défaite, mais une fois de plus, il faut le faire gagner. Oui, Pillman engueule aussi... Oui, mais il engueule... je pense que c'est... Alors, on verra, mais c'est peut-être le début d'une espèce de petite storyline, parce que Pillman, c'était lui dont on doutait, et maintenant, c'est lui qui doute des autres, parce que Arn Anderson a donc perdu, Chris Benoit aussi, et donc Pillman prend un peu le rôle de leader, là, sachant qu'il n'y a pas Ric Flair sur ce segment, pour dire « Eh oh les gars, on est les Horsemen, vous ne pouvez pas perdre 2 matchs de suite. » Brian Pillman, qui sur ce show ressemble mais énormément à David Mitchell. David Mitchell, pardon. Faut dire David Mitchell. Le redoutable. Le loup solitaire. C'est son surnom. Oui, le redoutable. C'est pas le redoutable, c'est marqué redoutable sur son slip. Ah bah écoute, moi quand je le présentais, quand j'étais speaker sur ces shows en 2016, c'était le loup solitaire, je crois. Maintenant, je crois que c'est le redoutable. Ah oui, sur son slip, maintenant, il y a marqué avec moi. Oui, ça depuis toujours. Oui, mais avant, il avait peut-être pas de slip, non ? Il avait des collants. Ah, sur son slip. Ah oui, moi à l'époque, il avait des tights, effectivement. Je crois qu'il est en slip maintenant, je sais plus. Bref. On notera surtout qu'au début de cette interview, Min Jin demande à la foule et aux téléspectateurs par là même, bien entendu, s'ils ont été raisonnables et qu'ils n'ont pas eu too much of the bubbly. Et je crois que c'est la seule fois dans un show de catch que j'ai entendu ça de ma vie, quoi. Donc vu le contexte Chris Jericho du mois de septembre là, c'est très étonnant. Oui, c'est vrai que c'était rigolo. À la fin de cette promo, on a le Dungeon of Doom qui arrive un peu. Parce que bon, ils arrivent, mais au milieu de l'allée, finalement, ils rebroussent poil, on sait pas trop ce qu'ils foutent. C'est le géant qui vient les chercher en fait. Oui. Il y a les jobbers du donjon qui essayent de venir, genre Zodiac et tout. Et le géant les tire par l'oreille en disant « Eh oh les gars, là, c'est bon là. » Ouais, on n'a pas que ça à faire. On sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Oui, non, il n'y a pas de sens. Je me suis fait la remarque que le Taskmaster, là, dans son énervement et sa frénésie, ressemblait beaucoup à George Costanza. Oh, écoute. Petite barrique comme ça, là, surexcitée. C'est un compliment. Oui, juste dans le
Dans le comportement l'attitude. physique, quoi, tu vois, voilà. Ah oui, d'accord. Pas plus. Pas dans la greatness. Ensuite, on a un match par équipe entre Lex Luger et Sting. Enfin, Lex Luger et Sting contre les super assassins. Ouais. Bon, on va Les quand même super rappeler assassins. que les super assassins, c'est le Warlord et le Barbare. Ouais. La foule. D'ailleurs, le Barbare qui deviendra rapidement le partenaire de Ming, car le Warlord prendra sa retraite en 1996. Donc, c'est une des dernières apparitions télé du Warlord. La foule pop énormément sur Luger. Ouais. Et le gars, il sourit. Donc, ça rappelle ce que tu disais la semaine dernière. C'est pas qu'il est ni heel ni face, c'est qu'il est heel et face. Je sais pas s'il y a un autre cas comme ça, en fait, où c'est aussi marqué. Je sais pas. Mais Pour là, moi, être twinner, c'est vraiment être, oui, ni l'un ni l'autre. Et lui est vraiment l'inverse. Mais quand j'ai regardé ce show, je me disais, putain, mais j'ai cherché. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y a déjà eu un mec comme ça, en fait? Et je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Si vous écoutez, si vous êtes les 47 personnes qui écoutaient le podcast et que vous êtes toujours là au bout de 40 minutes et que vous avez la réponse, dites-nous s'il y en a un. Le match commence et là, à la table des commentateurs, arrive ton meilleur ami. Ouais. Et donc par procuration, mon meilleur ami. Évidemment. Le sergent Craig Pittman, qui, après avoir négocié les services de manager de Bobby Heenan, de Jimmy Hart et de s'être fait rembarrer 2 fois de suite, maintenant, il veut que ce soit Steve McMichael, son manager. Quelle bonne idée. Pendant ce temps-là, le match bat son plein, parce que l'image s'est séparée en deux. On voit que ça booste dans le ring, mais on nous en parle pas. Mongo, quand même, parce qu'il faut préciser, Mongo lui dit non gentiment, Oui. mais il lui donne un bon conseil, quand même, en lui disant, je peux pas t'aider, mais je suis champion NFL, donc je vais essayer quand même de te conseiller. Et il lui donne le conseil de gagner des matchs. Oui. En lui disant, si tu gagnes des matchs, t'as même pas besoin de manager, tout viendra à toi. Mais peut-être que la démarche de Craig Pittman, c'est justement d'avoir un manager pour lui permettre de gagner des matchs, chose qu'il n'arrive pas à faire tout seul. C'est ça, mais Mongo, il ne suit pas le produit. Ouais. Il regarde pas les shows. Bon, en tout cas, Pittman, là, ça fait 3 semaines de suite, ça fait vraiment, et je l'avais déjà dit la semaine dernière, mais là en plus je l'ai vraiment écrit noir sur blanc dans mes notes, le mec désespéré qui demande à une meuf de sortir avec lui, enfin à différentes nanas de sortir avec lui, tu sais, au collège, et à chaque fois il se prend des vents, quoi. Ouais, on va voir où ça va mener. Oui, je sais pas si j'ai envie d'en savoir plus. La fin du match arrive lorsque Luger fait le torture rack sur Ming, je crois, le barbare, pendant que le Warlord est pris dans le Scorpion Deathlock. En même temps, tout d'un coup, la cloche sonne et on ne sait pas qui a abandonné, en fait. Bon, c'est des finishes en stéréo, on s'en fiche, quoi. Oui, mais bon, tu vois, il a le torture rack, l'arbitre, il arrive, il regarde un petit peu ce qui se passe, et puis il y a le Scorpion, et puis là, ça se termine, juste parce que c'est le catch des familles, quoi. Ouais, c'est ça. Et ouais, les super assassins n'étaient visiblement pas assez super, quoi. Ou pas assassin. Ou pas assez assassin. Mais l'emphase était quand même sur super, parce que sur leur collant, il y avait marqué super. Ouais, il n'y avait pas marqué assassin. Ouais, bah, y a trop de lettres dans assassin. Il faudrait que les mecs fassent la taille du yata. Mais bon, effectivement, malgré ce petit couac à la fin, la foule s'en fout complètement. Et grosse pop, en tout cas, surtout pour Sting. Mm-hmm. Oui. Ensuite, on a interview avec Jimmy Hart et le géant, qui est toujours présenté comme le fils d'André. Ouais. Bon, voilà, toujours la même daube. Moi, c'est assez pénible, je trouve. Le géant hurle encore plus que d'habitude. Oui, mais ça commence à être pénible, je trouve. Oui. Ensuite, on a le main event. Ouais. Flair entre en premier, et comme d'hab, j'aime pas. Je comprends que ce soit Hogan, mais le champion, c'est le champion. C'est comme au Survivor Series 96, Shawn Michaels est rentré en premier, Sid est rentré en deuxième, même si, pour le contexte de Sid qui est à New York ou de Hogan là, qui fait son retour après une suspension de 4h30, non, le champion, il rentre en dernier. Et en plus, là, on voit même pas quand il révèle sa ceinture qui était placée sous sa redingote. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc, oui, c'est vrai que je m'étais demandé, tiens, mais putain, mais attends, mais Flair, il est champion quand même. Où est la ceinture ? Oui, sous la redingote. Sous le peignoir, exactement. Mais c'est symptomatique parce que tu vois que déjà, pendant le règne de Macho Man, le focus était sur Hogan, et là, visiblement, ça va être pareil. C'est-à-dire que le champion n'est pas l'individu le plus important du show, quoi. Et voilà.
Donc les deux mecs nous font un bon petit match classique du milieu des années 90, c'est-à-dire que Hogan fait du Hogan, Flair fait du Flair, et la foule adore, même si c'est assez bizarre des fois. Moi j'ai beaucoup aimé, hein. J'étais agréablement surpris. D'accord, très bien. Ah oui. Jimmy Hart arrive. D'accord. Ouais, je te suis, ouais. Ok. Non, je me prépare déjà. Mais ça n'empêche pas, Hogan de hulker up quand même. Oui. De mettre des coups de poing à Flair. Le big boot, de faire un leg drop où le mec il fait 17 changements de direction parce que plutôt que de courir dans la direction de Jimmy Hart, il se dit bon bah non, je vais courir depuis le coin, et puis il fait genre un rebond comme au billard, tu sais, bang bang dans les cordes, et puis il fait le leg drop un petit peu out of place quoi. Il fait le pin, mais là Jimmy Hart monte sur le tablier du ring, et bien sûr Hogan, qui pour une fois est un peu plus con, un peu trop con pour son propre bien, laisse le pin et il va choper Jimmy Hart sur l'apron. Ouais. Pendant ce temps-là, notre ami Arn Anderson arrive dans le dos de l'arbitre. L'arbitre, il est donc il est collé aux cordes, et il dit à Jimmy Hart non, il faut redescendre mon garçon. Arn Anderson prend un point américain, il frappe Hogan, sauf qu'il a oublié que Hulk Hogan est un super héros de la mort qui tue. Mais oui, putain. Hogan bump et il se relève direct. Le niveau là de super Hogan sur ce match est extrêmement élevé. Hein. Écoute, vu mon level de haine suite à ses comebacks et ses pins par-dessus la jambe des dernières semaines de décembre, là, ça m'a pas choqué plus que ça, je dois avouer. Ah si, franchement, il scelle vraiment rien. C'est Ric Flair en face, c'est le champion, quoi. Ouais, bon, en tout cas, ouais, mais c'est pas, peu importe qui est le champion, c'est Hogan qui est Hogan, c'est ça qui compte dans la vie. Oui, c'est ça. Mais attends, parce que tout va s'empirer. Ah oui. Hogan cherche le point américain dans le slip de Arn Anderson. Ouais, il a passé une bonne soirée, dit donc Arn. Ah oui, beaucoup d'hommes qui lui trifouillent dans le slip. Je pense que tu aurais aimé participer à ce Nitro. Hein. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, si tu veux. Une référence à Galia. Ah bah non, là-bas, il n'y a pas de slip. Et là, bon, depuis le début de la Monday Night War, on a eu plein d'exemples. On jette pas la pierre à la WCW, car il y a eu aussi des DQ et des conneries à la WWE. Les torts sont vraiment partagés. L'arbitre appelle la disqualification. Alors que, théoriquement, tant que tu as le point dans la main et que tu ne l'as pas utilisé, tu n'as pas de raison d'être disqualifié. Ouais. Et c'est encore pire quand, juste après la disqualification, il frappe les mecs. À la limite, ils auraient pu faire genre, bon allez, le mec pète les plombs, et puis il prend un point américain, il faut bien qu'il se défende, ou je sais pas quoi. Il casse la gueule à tout le monde, et DQ. Là non, il a le point, il se fait disqualifier, et ensuite il frappe les mecs. Donc, oh là là, bref. Ensuite, le géant arrive. Macho Man arrive. Là, il faut quand même avouer que l'ambiance est assez dingue. Oui, ça c'est cool quand même. Comment les main events, les mecs sont over, quoi, tous, quoi. Oui, rapproche-toi bien du micro. Oui. L'ambiance pète les plombs. Et pendant ce temps-là, on entend, donc là on est à plusieurs secondes après, 10, 20, peut-être 30 secondes, l'annonceur nous dit que Ric Flair a gagné par disqualification, alors qu'on lance la musique de Hogan. Ouais. Donc malgré l'ambiance et des jeux de caméra un petit peu furtifs comme ça, tu sais, où on essaye de choper des images tant bien que mal, oui, on mélange tout et c'est n'importe quoi, putain. Alors dans ce n'importe quoi, moi j'ai éclaté de rire avec le géant qui arrive en brandissant un tabouret. Oui. Genre... Franchement, j'ai éclaté de rire. Voilà, il est venu énervé comme s'il arrivait avec une chaise, genre Austin qui arrive avec une chaise pour casser la gueule à tout le monde. Là, il fait exactement la même chose, sauf que c'est un tabouret de bar, quoi. Tu veux ma théorie ? Vas-y. Quand t'as une chaise pliée, tu peux que casser la gueule à un mec. Un tabouret, tu le mets à l'envers, et là tu peux empaler 3 mecs. D'accord. Moi, je pensais que c'était un petit clin d'œil thématique assise, tu vois, genre je me suis fait casser la gueule par une chaise, je te rends la monnaie de ta pièce avec un tabouret. C'est encore mieux. Ouais, je pense pas. Je pense que tu cherches beaucoup trop loin. Et donc là, on a, comme la semaine dernière, une ambiance de dingue. La caméra, tu vois, qui tremble un petit peu parce que c'est très spontané, c'est genre presque pas prévu ou autre.
Sauf que pub. Mm. Alors que ça aurait été, une fois de plus, le cliffhanger parfait. Oui. Pub et on revient. Et alors là, c'est double horrible. On revient de la pub pour l'interview habituelle de merde. Et quand je dis habituelle de merde, qui n'a pas lieu d'être, et la foule ne s'y est pas trompée, parce que la salle est à moitié vide. Ouais, c'est dingue. On voit des pans de gradins complètement rouges avec les sièges vides, parce que, de manière logique, j'ai envie de dire, vu ce qui s'est passé avant, la foule s'est dit, bon bah voilà, c'est la fin du show. Parce que pendant que les Américains regardaient la pub, forcément dans la salle il se passait rien. S'il se passe rien après le pic de l'énervement et de ce qui se passe dans le show, et ben ça veut dire que c'est la fin. Sauf que non, c'est pas la fin. Ouais, ça se voit qu'ils sont pas assidus parce que bon, la WCW on connaît maintenant. Oui, donc grosso modo, Macho Man et Hogan challenge Arn, Anderson et Ric Flair pour la semaine prochaine. Ouais. Et non seulement on doit se taper cette promo, mais ensuite, en plus, on doit se taper la conclusion à la table des commentateurs avec Bischoff qui nous rappelle qu'ils sont numéro 1 et qu'ils n'inventent rien, que les numbers talk, donc c'est les chiffres qui parlent, c'est pas lui. Sauf que, en l'occurrence, le dernier pay-per-view Starrcade, c'était le moins acheté que tous les pay-per-views de la WWE cette année. Et en plus, en termes de téléspectateurs, sur cet épisode de Nitro, ils sont en dessous de la WWE. Donc voilà, CQFD. CQFD. Il y a dans la promo de Hulk Hogan. Alors, je ne pense pas que tu sois fan, mais du coup, Hulk Hogan cite Toy Story. Non, parce qu'en fait, je ne connais pas. Si je connais de nom, mais en fait, c'est. Tu n'as jamais vu Toy Story ? Non. C'est des bien beaux films. Mais du coup, il dit vers l'infini et au-delà. Alors, je pense que Toy Story est sorti pile à ce moment-là. Donc, une référence. On va vérifier ça en direct pendant que tu nous en dis plus. Ah non, moi c'était fini. Ça m'a fait sourire de voir Hulk Hogan citer Toy Story. Et par contre, ce qui m'a inquiété au moins autant que la semaine dernière avec la disparition de l'abeille, c'est que Pépé, dans les bras de Mongo, ne bouge pas de tout tout le segment de fin. C'est une peluche. C'est une peluche ? Non, je sais pas. Je me suis posé la question. Alors, Pépé est immobile. Toy Story a premiered at the El Capitan Theater à Los Angeles le 19 novembre 1995 et a été released en Amérique du Nord le 22. Ah bah voilà, tu vois. C'était le highest grossing film during its opening weekend, avec 373 millions de dollars. Waouh. Okay. Je suis sûr que même toi, insensible que tu es, tu apprécierais Toy Story. Je peux pas. Non mais il me faut une part de réalité pour pouvoir me raccrocher à un divertissement ou quelque chose. Bah ouais, mais là c'est des jouets. Bah oui, mais les jouets ne sont pas vivants. Les jouets, c'est toi qui les fais vivre, donc ça peut pas marcher. Oui, ton imaginaire, il est vivant, il existe. Bah moi, j'avais pas de jouets quand j'étais petit. J'avais un Subbuteo et une grosse peluche avec laquelle je faisais mon fantasy booking. D'accord. Mais elle t'aidait à faire le fantasy booking ou Bah oui, on s'asseyait, tu vois, on brainstormait. Ah alors, oui, WrestleMania, qu'est-ce qu'on fait? On fait toi contre moi, on fait moi contre toi? Tu faisais des matchs de Kota Ibushi, quoi. Oui, non mais j'ai jamais eu de jouets en fait, de trucs dont je réfléchis quand même. Non, j'avais pas de jouets. Même pas des petits catcheurs? Non. Tu vois, même les figurines de catch, j'ai toujours. Tu n'allais pas en Allemagne pour acheter les Legend of Doom? Aucun intérêt pour moi, même en tant qu'enfant, quoi. C'est bien triste. Mais par contre, je faisais des produits en croix à 10 ans. Pour savoir les pourcentages de victoire de l'Undertaker qui avait gagné la saison 94-95 avec 91% de victoire. Je me souviens très bien. Il avait perdu contre Yoko. Oh, faudrait que je... Ah bah non, mais de mon fantasy booking. Ah, tu faisais perdre Undertaker dans ton fantasy booking. J'avais une pointe de réalisme malgré tout. Putain. Bah franchement, moi, à cet âge-là, j'aurais jamais fait perdre l'Undertaker. Eh bah oui. Surtout pas contre Brock Lesnar. Bah oui, tu t'allais regarder Toy Story et tu te lovais dans un nuage d'irréalisme. Non, mais tu verras, franchement, un jour, si tu as l'occasion, je suis sûr que Ohana apprécierait. Elle est pas trop non plus dessin animé. Oui, mais elle se laissera bercer par le charme de l'histoire. D'accord. Bah d'abord, on va regarder L'amour est dans le pré. Ah. Tu as vu, il y a Danse avec les stars avec Elsa Esnou. Oh, d'accord, ok.
Ne fais pas comme si ça t'intéressait pas, Elsa et Snow. C'est Bah, Fanny dans... Oui, mais Danse avec les stars, je m'en bats les couilles d'un niveau, tu peux pas imaginer. Oh là là. Non, c'est vrai. Oh là là. Bah quoi? Bah, tu ne devrais pas. Tu devrais suivre tout ce qu'elle fait. Ok. Bon, ça fait nos 17 minutes là que les gens ont raccroché parce qu'on a fini cet Ouais. épisode et on dit n'importe quoi. Donc Ouais. je pense qu'il n'y a rien de plus à ajouter, hein. Bah, Hulk Hogan fait un petit clin d'œil en mettant le point américain dans son slip. Alors, ce point américain, il en a vu des slips aujourd'hui quand même, hein. Il a une grande vie. Et j'ai envie de dire, son slip a peut-être vu d'autres points américains. Ah. Oh là là, putain. Bon, franchement, moi j'espère que Pépé se porte bien et j'espère qu'on le retrouvera mobile la semaine prochaine. Bah, vu la taille, pour moi, je considère pas ça comme un chien, donc ça me... je Là, me sens- on a perdu des gens. je- Bah, je pense qu'il y a quand même une hauteur au garrot minimale pour considérer un chien en tant que chien, quoi. D'accord. Et donc, Pépé, c'est quoi? Je sais pas, je sais pas, moi, c'est pas plus qu'un écureuil, tu vois. Non, mais, tu vois, moi, allez, de nouveau, vie privée. Vas-y. Dans notre résidence, il y a une petite bibliothèque toute cosy au bord du Danube. Mhm. Et donc, on joue à la promenade avec les gens qui courent, qui se baladent, etc. Et je vois des mecs qui baladent des chiens qui font la taille d'une chaussure. Mhm. Quand je vois ça, tu vois, je me dis qu'il n'y a que deux réponses possibles. Soit le mec J'ai hâte. a choisi le chien, et là, il y a de gros problèmes. Soit le mec se fait mener à la baguette par sa meuf qui a choisi le chien, mais qui l'oblige, lui, à aller le promener. Mhm. Voilà. Je n'ai pas d'avis sur ces questions. Ouais. Plus tous les problèmes d'hygiène, évidemment, que ça engendre quand tu vis en appartement en centre-ville. Mais bon. Oui, mais ça n'a pas d'impact. Enfin, la taille du chien n'a pas d'impact. Je sais pas, mais bon, forcément, dans un 50 mètres carrés, même si t'as un mini clébard de la taille d'un écureuil, forcément, c'est pas... Bah, tu t'adaptes à la taille de ton appartement, justement. Non, mais le chien, il est vivant dans l'appart, quoi, tu vois. On va pas Oui. avoir un Ursule dans un studio. Ça, c'est Dracula. Il s'appelle Dracula. sûr. Dracula, ouais. Oh là là, bon, trop de vie privée, là. Bah ouais, je me suis fait mordre par ton chien. Mais oui, mais parce que tu venais là, avec tes histoires de Toy Story, et lui, il a dit « I don't take no shit ». Et donc, il t'a ramené à la réalité, tu vois. Il a fait « Moi, je mords, et mon maître, il fait perdre l'Undertaker. » Bam. Tu vois, c'est la vie qui te réveille. Bah ouais, putain, double mythe qui s'effondre, quoi. Comme disait le t-shirt. Comme disait le t-shirt, qu'est-ce qu'il raconte encore? Le t-shirt troué, plutôt. Ah putain, double mythe. Et oui. Ah, blague d'armoire. Bon, allez. On va remercier les deux courageux qui sont encore à la fin de ce podcast. Je crois que c'est nous, en fait, là. Bah, merci Il n'y a Dimitri. plus que nous. Oui, Ouais. merci à toi. C'était très agréable de parler de chiens. Et donc, rendez-vous la semaine prochaine, le 8 janvier, pour l'épisode numéro 19 de la Monday Night War. Avec, comme d'hab, plein de réjouissances et j'espère de plus en plus de conneries. Et les débuts d'une superstar extrême. Ah, ah. Tu sais déjà ou pas? Non, j'ai pas regardé. Ah, écoute, tu seras content alors. Superstar extrême. Shinobi. Non, non, bien plus que Shinobi. Oh, Avatar. Avatar, on l'a déjà vu. Oui, je sais. Putain. Ah, tu vas voir, tu vas être content. Ouh là là. Bon, bah écoute. Donc, merci à nous deux, là, parce que plus personne n'écoute le podcast. Voilà. Et puis, Bonjour à Marie rendez-vous la Dagrena. semaine prochaine. Bisous, bisous. Gardez la passion. Regardez du catch. Et voilà. Hein. Oui, salut. Ciao. Yeah, yeah.